La phlébothérapie régénératrice tridimensionnelle ambulatoire, TRAP, est une méthode d'injection non oblitérante qui agit sur les parois des vaisseaux de la circulation perforante superficielle. C'est un traitement de la maladie varicoeuse qui renforce les parois veineuses, réduit la lumière vasculaire, répare la fonction valvulaire et rend invisible le vaisseau apparent, veine varicoeuse, vénule et télangiectasie capillaire. Pour décrire ces effets, nous utilisons le terme de régénération qui signifie réparation de la structure vasculaire altérée et de la fonction. La phlébothérapie régénératrice tridimensionnelle ambulatoire, TRAP, est une méthode d'injection non oblitérante qui agit sur les parois des vaisseaux de la circulation perforante superficielle. C'est un traitement de la maladie varicoeuse qui renforce les parois veineuses, réduit la lumière vasculaire, répare la fonction valvulaire et rend invisible le vaisseau apparent, veine varicoeuse, vénule et télangiectasie capillaire. Pour décrire ces effets, nous utilisons le terme de régénération qui signifie réparation de la structure vasculaire altérée et de la fonction. La TRAP se base sur l'hypothèse que la cause la plus fréquente de veines variqueuses et de télangiectasie des membres inférieurs provient de l'affaiblissement de la paroi des veines perforantes et de l'incontinence valvulaire consécutive. Pour renforcer les parois, réduire le calibre de veines et réparer la continence valvulaire, nous injectons dans tous les vaisseaux visibles à l'œil nu et grâce à la transillumination une solution sclérosante à concentration non oblitérante, en quantité suffisante pour atteindre les veines perforantes. L'affaiblissement myopragique de la paroi vasculaire intéresse toute la circulation perforante et superficielle à différents niveaux. Nous traitons une pathologie tridimensionnelle avec un traitement tridimensionnel. L'efficacité du traitement est démontrée par la disparition en surface de tous les vaisseaux de la circulation superficielle. La TRAP utilise des seringues de 2,5 mm, des aiguilles de 30 G ou de 27 G et une solution sclérosante à concentration non oblitérante. Nous utilisons une solution de 4 à 6% de salicylate de sodium véhiculée par une solution hydroglycérique tamponnée. Le membre inférieur est subdivisé en 3 régions fonctionnelles, la région médiale, postérieure et latérale. On procède d'abord à l'injection dans la région médiale du pied, du mollet et de la cuisse, puis dans la région postérieure, puis dans la région latérale, et ainsi de suite. On injecte normalement de 12 à 45 mm. L'efficacité du traitement est dose dépendante. L'opérateur commence en injectant dans la couronne phlébectasique du pied. De bas en haut et dans l'ordre, tous les vaisseaux visibles à l'œil nu ou grâce à la transillumination sont injectés. Télangiectasie, vénule, veine réticulaire, veine perforante, veine tronculaire. La quantité de solution injectée pour chaque injection doit être suffisante pour que les veines perforantes soient également comprises dans le traitement. L'affaiblissement progressif des parois des veines perforantes, qui relient la circulation superficielle à la circulation profonde, provoque une insuffisance valvulaire et une pression anormale qui se déverse dans les vaisseaux superficiels qui se dilatent. L'hyperpression hémodynamique est plus évidente dans les vaisseaux dont la structure anatomique est moins résistante. Si les veines réticulaires dans l'air sujettes à une pression anormale deviennent facilement ectasiques, il est plus rare que des télangiectasies capillaires se forment. Au contraire, si les veines réticulaires possèdent une paroi plus résistante à l'hyperpression hémodynamique, des réseaux épais de télangiectasie se forment facilement. Des télangiectasies se forment lorsque les veines ectasiques ne réussissent plus à absorber l'accroissement rapide de la pression causée par la contraction musculaire. Des télangiectasies peuvent se former également à l'absence de veines réticulaires si le réseau capillaire est directement relié à une veine perforante incontinente. Des télangiectasies et des micro-télangiectasies, matting, peuvent se former après une séance de sclérothérapie ou après une chirurgie ablative, à raison de modifications hémodynamiques provoquées par ces techniques. L'insuffisance valvulaire peut couvrir de nombreuses manifestations cliniques, mais ce qui reste évident, c'est que les veines ectasiques visibles à l'œil nu ou grâce à la transillumination
sont représentés par le sang qui s'échappe de la circulation profonde. Les vaisseaux ectasiques constituent donc une valvule de sécurité de l'hypertension hémodynamique. Si nous réduisons ces réseaux vasculaires dilatés, sans traiter la cause anatomique, c'est-à-dire l'insuffisance des veines perforantes, la pression sur la circulation superficielle résiduelle augmentera et de nouvelles varices se formeront. L'insuffisance valvulaire est dynamique. La contraction du dit cœur périphérique, constitué par le muscle du mollet, génère une pression hémodynamique plus élevée, jusqu'à 300 mm de mercure. Cette région, qui est d'une importance stratégique pour le bon fonctionnement de la circulation veineuse des membres inférieurs, contient environ 100 veines perforantes. L'insuffisance valvulaire et ostiale de la grande saphène est de moindre importance pour ce qui concerne la pression hydrostatique, puisque la pression à la cheville est de 70 à 100 mm de mercure, en rapport avec la hauteur de la colonne liquide, que les valvules soient continentes ou non. L'incontinence valvulaire de la grande saphène n'a un sens clinique que si elle est associée à l'insuffisance de la petite saphène et de celle des veines perforantes. Des sujets nés sans valvule de la saphène ont été observés et ils n'ont jamais développé de veines variceuses. Et des sujets présentant des valvules continentes aussi bien dans la saphène que dans la veine fémorale superficielle présentaient des veines variceuses. Si la pression hydrostatique depuis la veine jusqu'à la cheville est d'une importance minime, la poussée hydrostatique que constitue la force exercée par le sang de façon perpendiculaire à la paroi veineuse est, elle, beaucoup plus importante. Cette force tend à dilater la veine. La poussée hydrostatique est le produit de la pression multipliée par le diamètre interne de la veine, multipliée par la hauteur de 1 cm. Si un vaisseau est dilaté, la pression interne agit sur une surface plus large et développe ainsi une force plus importante. Une poussée hydrostatique plus élevée n'est pas due à une quantité de sang plus élevée dans les vaisseaux, mais à une surface interne supérieure de vaisseaux dilatés. Prenons un exemple. Considérons deux veines, l'une d'un diamètre de 1 mm et l'autre d'un diamètre de 10 mm. Dans le vaisseau le plus large, la pression agit sur une surface plus large et développe donc une force plus importante. Dans cet exemple, seulement deux causes comptent. La hauteur de la colonne de sang et le diamètre de la veine en son point le plus bas et le plus dilaté. Considérons maintenant une troisième veine, toujours longue de 1 mètre et de 1 mm de diamètre, à l'exception de 5 derniers centimètres où le diamètre est de 20 mm. Dans cette troisième veine, la poussée hydrostatique qui s'exerce sur la paroi du vaisseau et sur les tissus voisins est plus importante que celle exercée sur la veine de 10 mm, même si cette dernière contient une quantité supérieure de sang. La poussée hydrostatique est une force qui se mesure en grammes par centimètre. Si nous calculons une pression hydrostatique de 76 mm de mercure pour 1 cm de longueur de vaisseau, la force est de 100 grammes par centimètre carré, multipliée par la hauteur de 1 cm, multipliée par le diamètre interne du vaisseau, exprimé en centimètres. Pour simplifier les poids spécifiques du liquide, nous lui attribuons la valeur 1. Voici quelques exemples de poussées hydrostatiques à la pression hydrostatique de 76 mm de mercure dans des vaisseaux de différents diamètres. À longueur de vaisseau égale, la poussée hydrostatique croît de façon linéaire avec le diamètre interne. On doit ajouter à la force de gravité la décélération de l'impact du talon pendant la déambulation, capable de multiplier, au moins pour un court instant, les forces mises en jeu. Ces considérations mettent en évidence l'importance de réduire le diamètre des vaisseaux dans les régions les plus distales des jambes, là où l'incontinence de veines perforantes génère la pression hémodynamique la plus élevée. Le mécanisme mis en hypothèse dans la maladie variceuse est le suivant. Myophagie de la paroi des vaisseaux, dilatation de veines perforantes, insuffisance valvulaire,
hyperpression hémodynamique, édème et compression des tissus de la cheville, troubles trophiques, ulcères. Ces considérations nous ont poussé à adopter une approche thérapeutique complètement différente. Au lieu de pratiquer l'oblitération ou l'ablation des veines, nous avons pensé à traiter les parois veineuses de façon tridimensionnelle. Dans la pratique clinique, le premier cycle d'injection dans les 3 régions est réalisé avec la concentration minimale efficace de la solution, environ 4%. Puis, au cours de séances successives, on peut augmenter la concentration de la solution jusqu'à 6%, rarement jusqu'à 8%. Il faut garder présent à l'esprit que plus les vaisseaux sont dilatés, plus la concentration de la solution doit être diminuée. Une paroi très dilatée est plus sensible à l'action chimique en raison des altérations structurelles qu'elle comporte ainsi que de ses aspects inflammatoires marqués. Une fois l'injection de la quantité de solution préétablie terminée, le patient reste immobile sur le lit d'examen pendant environ 2 minutes. Puis, il est bandé ou bien porte des chaussettes de contention. Pour les patients à risque de thrombophlébite, une thérapie antiagrégante est conseillée. Pour des raisons hémodynamiques, on ne traite qu'un seul membre à la fois. Il est en fait conseillé d'atteindre la continence valvulaire dans le temps le plus court possible, afin d'éviter que l'hyperpression anormale encore présente dans les aires non traitées ne ralentisse la réparation fonctionnelle des aires injectées. L'objectif à atteindre est celui de la disparition de tous les vaisseaux visibles, indépendamment de la sévérité de la pathologie, en suivant le concept que la présence de veines ectasiques et les télangiectasies capillaires sont l'expression d'une hypertension hémodynamique qui dérive d'une altération anatomo-fonctionnelle des veines perforantes, qui doit être corrigée. L'efficacité du traitement peut être évaluée grâce à la disparition en surface des vaisseaux de la circulation superficielle et grâce à la persistance dans le temps du résultat. Les vaisseaux superficiels disparaissent, même si la solution n'est pas oblitérante, car ils ne sont plus soumis à l'hyperpression normale qui dérive de l'incontinence de veines voisines. L'utilisation d'une solution non oblitérante rend les effets secondaires insignifiants. L'efficacité des injections tridimensionnelles d'une solution non oblitérante a été évaluée en 2003 grâce à une étude expérimentale réalisée en double aveugle dans notre division. Des groupes de 30 patients présentant des vaisseaux ectasiques symétriques ont été recrutés. Les 2 groupes ont reçu une injection de solution à 6% de salicylate de sodium véhiculée par un hydroglycérique tamponné. Les télangiectasies ont été injectées avec 6 mm par séance. Les veines ectasiques ont été injectées avec 9 mm par séance. 2 traitements ont été réalisés sur la même aire. Des photos standardisées avant-après ont été élaborées par des tiers indépendants avec les programmes Photoshop et avec un programme spécifique de comptage de pixels, réalisé par la faculté d'ingénierie de l'Université de Gênes. La moyenne totale de la disparition de vaisseaux visibles sur les 2 groupes a été de 89,75%. L'hypothèse pathogénique est confirmée par nos résultats cliniques et par le résultat de l'étude d'efficacité. L'action non oblitérante ou tridimensionnelle exercée sur les parois des vaisseaux de la circulation perforante et superficielle corrige de façon contemporaine l'insuffisance valvulaire et la dilatation des veines. Les techniques de traitement des veines variceuses agissent sur une portion limitée de la circulation. Au contraire, la TRAP agit sur l'intercirculation superficielle perforante. L'étendue de l'action tridimensionnelle fait disparaître les vaisseaux visibles, arrête ou retarde l'évolution de la maladie variceuse et stabilise le résultat dans le temps. L'absence de faits secondaires significatifs et la nature curative de la TRAP suggèrent son utilisation non seulement chez les patients présentant d'évidentes veines variceuses ou de télangiectasie, mais aussi chez les sujets jeunes présentant des prédispositions familiales de veines variceuses, afin de prévenir le développement d'ectasie veineuse visible.